Et je propose d'enchaîner tout de suite avec du très concret et des retours d'expérience de 3 de nos invités, que sont Denis Roux, le DSI de Innovi. Alors Denis, si tu es parmi nous, merci de te joindre à nous. Nous avons également François Tessonnière, le DSI d'Apart City, et Paul Michel, qui est DAF externalisé chez Prodrid. Merci à tous les 3. Merci de les applaudir, c'est une forme d'encouragement. Parce que dans le programme qui a été élaboré, il y a un mot que vous avez peut-être repéré, ils ont été qualifiés d'explorateurs. Ce sont des explorateurs de la data, finalement. Il n'y a pas d'ordre protocolaire, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Explorateur, ça fait penser à quelque chose, et c'est vraiment le terrain sur lequel on avait envie de vous emmener pour cette table ronde. C'est non pas de dire, ouais, ok, tout est beau, tout est rose, on a vu les succès formidables, vous allez voir, c'est facile. Non, explorateur, c'est-à-dire qu'on marche, et puis quand on marche, de temps en temps, il y a des cailloux qui rentrent dans la chaussure. Et vous allez oser nous parler des cailloux dans la chaussure que vous avez rencontrés sur le chemin de la data. Donc, merci de le faire, parce que ce n'est pas courant dans des tables rondes professionnelles. Mais vous avez aussi réussi des choses, et évidemment, vous allez nous montrer en quoi vous avez avancé. Donc, ce que je vous propose de faire, d'ailleurs, déjà, je vous remercie tous les 3 de... Ça marche. Je vous remercie tous les 3 de jouer le jeu de cette table ronde. Et puis, je vais vous inviter tout de suite à vous présenter, chacun de votre côté, et puis d'expliquer quelle est votre entreprise, et puis voilà, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui, en fait. Paul. Merci Gaël, merci à tous de nous faire confiance, à nous écouter de nos petites expériences qu'on va vous partager. Donc moi je suis Paul Michel, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de représenter Prodrid. Donc Prodrid, c'est une foncière qui détient et gère à peu près 700 immeubles un peu partout en France, notamment ici à Castelnau, un petit peu plus haut à Vendargues notamment. Et donc c'est une foncière basée à Paris. C'est une équipe de 120 personnes et on a initié un projet maintenant depuis 2 ans et demi et je vais pouvoir vous en partager un petit peu le dessous des coulisses. Moi, chez Prodrid, j'interviens depuis quelques années pour les accompagner dans les projets de transformation. Au départ, beaucoup sur la direction financière, puis sur des directions opérationnelles. Dans tous ces projets, bien évidemment, qu'on avait déjà une forte connotation data, puisqu'on travaillait sur les process, sur les outils et sur les règles de gestion interne. Et donc, il y a 2 ans et demi, comme je disais, on a initié une démarche vraiment de refonte de toute la chaîne décisionnelle. Et maintenant, effectivement, c'est intéressant de revoir le parcours de maturité, parce qu'on se rend compte du chemin parcouru depuis tout ce temps-là. Voilà. Merci, Denis. Oui, bonjour à tous. Donc Denis Roux, je suis le DSI du groupe Innovi, que vous connaissez plus probablement sous le nom de notre filiale de la région Montpellier-Rennes qui s'appelle Labo Sud. Donc on est un groupe dans la santé, spécialisé dans la biologie médicale et présent dans toute la France et un petit peu à l'international. Au niveau activité, ça représente à peu près 120 000 patients par jour et donc une base de données patients de 33 millions de patients pour la France. Donc les enjeux autour de la data chez nous sont toute l'exploitation de ce volume immense de données, la manipulation de ces gros volumes et la sécurisation et la garantie de la confidentialité, puisque la donnée de santé est quelque chose de très sensible. Merci Denis, et je demande à François de se présenter également. Bonjour à tous. Donc moi je suis chez Apart City. C'est le leader de l'appart-hôtel urbain en France. C'est plus qu'un hôtel, c'est le meilleur des 2 mondes entre l'appartement et l'hôtel. Donc je suis sûr que vous avez tous des contrats pour venir loger chez nous quand vous vous déplacez. Dans une centaine d'établissements en France. J'occupe un poste que beaucoup d'ici doivent connaître, c'est-à-dire que je suis le DSI d'Apart City. On a entrepris un programme de transformation digitale assez important depuis quelques années. Notamment avec la mise en place d'un pôle data au sein d'Apart City. On était avant plutôt pas tout à fait des novices, mais des petits cultivateurs, je crois. Et on est plutôt en train de devenir des jardiniers, mais je confonds un peu toutes les étapes, même si j'ai eu une petite formation express avant, c'est ça. Et donc on est justement accompagné pour la mise en place de toutes ces choses, et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs tous les écueils qu'on a pu connaître, dont on partage certains entre nous, et qu'on n'avait pas forcément en tête quand on s'est lancé dans ces magnifiques projets.
Alors justement, rentrons dans le vif du sujet et nous aurons à l'issue de cette table ronde Jérôme Huguenot, ton associé chez DataSunic, qui nous rejoindra pour apporter un œil un petit peu de chroniqueur synthétique finalement de cette séquence, histoire de continuer à vous faire réfléchir sur la suite. Quel projet data avez-vous concrètement mené? Racontez-nous l'histoire d'un projet en particulier, structurant pour l'entreprise ou précis à l'intérieur, que vous avez vécu. Quel projet, qu'est-ce qui a stimulé ce projet? C'est quoi l'étincelle de départ? Je peux commencer. L'étincelle de départ, ça a été l'obsolescence de la chaîne décisionnelle Data Warehouse et puis solution de BI derrière, qui était en place depuis une bonne dizaine d'années. Et donc, c'est cette obsolescence qui a déclenché le projet. Le projet, donc, il a commencé par une phase de diagnostic pour établir un plan projet, choisir une techno et après mettre en place ce nouveau data warehouse et maintenant, depuis maintenant presque un an, déployer donc l'outil de DataVis qui a été retenu. Peut-être a posteriori maintenant, finalement, le déclencheur, c'était certes cette obsolescence technique, mais en réalité, la vraie obsolescence, je pense qu'elle était dans les têtes. C'est-à-dire que les métiers, les acteurs s'étaient tous petit à petit désintéressés de ce qui était fait et avaient un peu perdu de l'ambition et un peu perdu de la vision. Et donc finalement, les deux, la première étincelle, vous l'avez compris, c'était l'obsolescence technique, mais finalement la deuxième étincelle qui est venue assez rapidement quand on a questionné, quand on a commencé de se re-questionner là-dessus, ça a été les personnes. Et donc ces personnes et ce changement culturel, c'est ce qui a ensuite a porté beaucoup et qui là maintenant porte énormément de fruits parce qu'effectivement on a une 2 ans et demi après, je disais, on a une convergence entre à la fois un socle technologique donc, qui a été complètement refondu, à la fois des acteurs intermédiaires au sein de chacune des directions qui ont vraiment pris conscience et qui veulent maintenant, qui sont extrêmement demandeurs de s'appuyer sur leurs données pour vraiment mieux piloter leurs activités respectives. Et également un codir et même un actionnaire au-dessus qui est extrêmement demandeur. Et donc, voilà, l'alignement de ces 3 planètes fait que là, on est super content de voir le chemin parcouru. Même si effectivement les écueils, je pense qu'on y reviendra après, il y en a eu et il y en aura certainement d'autres. Il y a plein d'autres questions qui se posent. Vous savez, le savoir, c'est un cône. Donc plus on avance, plus on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas et de tout ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. Il y a quelqu'un qui a dit ça un peu philosophe sur les bords, mais oui, il avait peut-être un petit peu raison. Oui, il faisait peut-être pas beaucoup de data à son époque, mais en tout cas, on peut s'inspirer nous de lui. Oui. Chez Apart City, 100 établissements, 10 000 appartements, je crois. C'est assez énorme. C'est ça. C'était quoi l'enjeu data? C'était quoi le point de départ? Alors, concrètement, on peut dire que le point de départ, quand je suis arrivé, on faisait des reportings qui étaient sur une unité centrale, un ordinateur branché dans un étage, et quand la femme de ménage le débranchait pour passer l'aspirateur, le président avait plus son reporting le matin. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on évolue un tout petit peu. Au moins pour le président. Et il s'est passé quelque chose, en fait, il y a eu une petite guerre à l'Est qui a fait flamber le coût de l'énergie, et quand on reçoit des gens dans des chambres d'hôtel, en fait, c'est pas mal qu'ils aient de l'électricité ou du chauffage, et ça a multiplié, en fait, ce petit événement a multiplié par 4 les coûts d'énergie. Donc on avait besoin, en fait, de produire et de piloter les coûts d'énergie qui étaient dans toutes les chambres, sur tous les établissements. Donc il a fallu se mettre assez rapidement en ordre de marche pour pouvoir produire des rapports sur ce sujet. Comme j'avais 2-3 idées déjà et 2-3 envies, puisque j'ai créé un pôle data au sein de la DSI pour développer tout ça, ça a permis d'amorcer la pompe, sachant qu'on était face à une direction qui avant disait trop de reporting, tue le reporting, pas très très ouverte, et qui maintenant, après un peu de temps passé à travailler sur le sujet, nous dit surtout tu t'arrêtes pas à fond sur la data. Carrément. Chez Innovi, j'allais dire l'étincelle, sauf qu'une étincelle dans un labo, il faut peut-être éviter. Le projet data et puis ce qui a enclenché vraiment une nouvelle marche dans l'entreprise. Alors l'étincelle est venue de la direction financière qui avait besoin d'avoir un reporting de suivi de la facturation et donc du chiffre d'affaires, appelons un chat un chat. Sachant que chez nous, la facturation est très compliquée du fait que quasiment notre seul client, c'est la sécurité sociale, avec toute la complexité qui va avec. On avait une 30aine de filiales à l'époque.
avec des outils différents, des méthodes de facturation différentes, des méthodes de calcul différentes. Donc, gros besoin d'harmoniser, de collecter la donnée dans chacune des filiales, l'harmoniser, la rendre comparable, la rendre lisible. On parlera plus tard de qualité des données pour obtenir quelque chose de comparable. Petite particularité aussi qui a fait que ça a été un gros chantier qui a pris 1 an pour construire le point de départ, c'est que le Covid a grandement modifié notre activité pendant quelques mois, je dirais même pendant 2 ans. Et donc, si on voulait comparer une évolution cohérente de l'activité, il fallait remonter jusqu'en 2019, c'est-à-dire l'année avant Covid, pour avoir une base de référence qui n'était pas perturbée positivement bien sûr, mais perturbée par l'événement Covid. Donc il a fallu remonter pour pouvoir démarrer 4 ans de données, avec des fusions de sociétés entre-temps, des changements de logiciels, et on a eu un puzzle à reconstituer qui a été assez compliqué. Et maintenant qu'on y arrive, le résultat donne vraiment satisfaction, mais ça a été un gros chantier. Ce sujet finance était prioritaire, mais derrière, nos activités métiers, et notamment le service qu'on rend aux patients avec son compte rendu, est voué à évoluer, à se digitaliser énormément. On va rendre plus qu'un PDF. Et toute cette information va aussi passer par notre entrepôt de données qui va nous permettre de faire tourner des algorithmes, tourner de l'IA et plein de choses pour pouvoir proposer un service plus autour du résultat des analyses du patient. Donc ça, c'est en cours avec toutes les contraintes juridiques qu'il y a sur la manipulation de la donnée de santé, et c'est en cours. Merci Denis. Alors je veux rebondir parce que là tu as parlé d'1 an avant de sortir un projet. Avant ces 1 an, il y a aussi eu un peu de temps. Tout cela, c'est un chemin pour être data-driven. J'aimerais que vous nous partagiez maintenant, parce que je connais un petit peu l'envers du décor, hein, je sais que tout n'est pas facile, les écueils, parce qu'on est là pour parler des choses, alors pas qui fâchent, hein, parce que depuis vous avez fait pas mal de choses, mais Paul, tu veux peut-être commencer sur le sujet ? Oui, alors les écueils, enfin, Prodrid, peut-être pour en dire 2 mots de plus, c'est une société de 120 personnes, dont au sein duquel la DSI, qui ne s'appelle pas DSI d'ailleurs, c'était 2 personnes. Une personne qui était chargée d'installer les PC des collaborateurs et puis de faire le support au quotidien, et une personne de s'occuper de tout le reste, de tous les logiciels, de toute l'infrastructure, de tout. Donc vous vous rendez compte qu'il y avait un peu une dissonance entre les moyens disponibles en interne et l'ambition et la nécessité, comme c'est une activité extrêmement financière, extrêmement data-driven, intrinsèquement, mais de fait pas forcément tant que ça dans les process et surtout dans les directions opérationnelles. Donc l'écueil numéro 1, ça a été ça. Ça a été la bande passante et la ressource interne disponible pour mener à bien ce projet, indépendamment bien évidemment de la compétence technique nécessaire à monter from scratch un tout nouveau data warehouse. Donc la partie compétence, ça s'achète entre guillemets, puis ça se trouve chez des prestataires comme Datasulting en l'occurrence. Après, en interne, le sujet a été assez ardu, donc c'est pour ça que ça a été, je pense, un des enseignements. Enfin, je grille peut-être une étape, mais un des enseignements, ça a été de se dire, voilà. Au départ, bien avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses. Parce que la faiblesse de Prodrid, c'était de ne pas avoir assez d'équipes. La force, c'était d'avoir les moyens d'avoir des équipes en externe. Voilà, ça pour moi c'est un premier écueil. Quelque part, si je rebondis, c'est bien d'évaluer sa maturité au départ. Enfin, quelque part, quand on dit évaluer sa maturité, c'est de savoir d'où on part. Oui, d'où on part d'un point de vue maturité data, comme on nous l'a présenté, mais avoir bien conscience de ses forces et de ses faiblesses internes, structurelles, dont parfois, un peu tête dans le guidon, je pense qu'on peut en oublier un petit peu la réalité. Mais non, personne n'est tête dans le guidon, je ne fixe personne en particulier. Voilà, donc ça pour moi c'était le premier écueil. Le deuxième écueil, je dirais que ça a été une forme de nécessité par l'équipe projet interne, j'entends le fameux responsable informatique et moi-même, d'accepter et d'intégrer la vision et de faire les choses de manière très structurée, selon une méthodologie peut-être qui nous semblait de prime abord un peu démesurée au regard de ce qu'on pensait devoir faire. Et donc je me souviens très très bien de mon incrédulité quand on nous a expliqué la notion de dictionnaire de données et qu'il allait falloir transcrire les règles de gestion dans un Excel. Je me suis dit mais on va où avec un Excel ?
quand on parle de data en 2024, enfin en 2023 à l'époque. Et puis en fait, finalement, voilà, fallait, j'allais dire, faire confiance, faire une forme de lâcher prise en se disant oui, c'est bon, ça va le faire. Effectivement, ça a été quand même par contre très long. Et ça, c'est le troisième écueil, c'est qu'il faut arriver à gérer le time to market. C'est que entre le moment où on a lancé le projet et au moment où on a pu commencer de montrer des choses, il s'est passé beaucoup de temps, complètement, forcément, un peu au fond de la cave, au fond de la mine, en train de creuser, en train de monter les fondations. Et donc c'est vrai que ça a été une des difficultés. Alors après, on n'avait pas une pression de dingue de la part de la direction qui n'avait pas encore compris les enjeux et la nécessité de faire tout ça en fait. Donc quelque part, ils nous laissaient un petit peu tranquilles. Je reviens à ces notions de force, c'est qu'une des forces de Prodrill, c'est qu'il n'y avait pas un besoin de court terme et d'immédiateté dans les résultats et dans les moyens, dans la justification des moyens alloués. Donc ça c'est un peu la façon dont on a répondu à l'écueil du timing. Et après, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais du coup c'était à la fin, pour justifier ça, c'était d'avoir un peu un truc un peu qui claque, on va dire, et qui montre le fruit de tout le travail qui a été fait. Mais ça on y reviendra. Donc les trois écueils, si je récapitule, la compétence interne, le timing et puis la bande passante. Merci Paul. Je vais rebondir avec Denis parce que je crois que tu as démarré avec un peu plus de pression pour le coup. Et du coup, il y a aussi la frustration potentielle des métiers et des demandeurs qui ont besoin, eux, de s'alimenter des usages de cette donnée. Peut-être que tu peux nous partager, toi, ton retour. Oui, c'est ça. Évidemment, je partage les 3 points qu'a soulevé mon collègue Paul. Mais très souvent, il y a un problème au niveau des autres services qui n'ont pas forcément d'énormes compétences techniques, et c'est normal, c'est pas leur boulot. Pour eux, aller sortir un chiffre d'affaires remonté sur 3 ans par filiale, par mois, si on le veut, c'est pas grave. L'informatique va nous faire une requête, on balance dans Excel, on additionne la colonne et c'est fini. Voilà. Bon, ça, vous l'avez tous probablement un petit peu vécu. Et il y a forcément une étape pour expliquer, et c'est pas la plus facile, pour expliquer que non, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et vu qu'ils ont cette vision très simpliste de leurs besoins, qui est absolument décorrélée de la réalité, les directions n'ont pas forcément envie de mettre beaucoup de moyens pour faire ça. Non, on va le faire en interne, on a Excel, c'est bon, quoi. On va se débrouiller. Donc j'ai eu cette difficulté de devoir commencer petit, en sachant que je mettais le doigt, mais j'allais me faire manger le bras très vite. Mais j'ai eu cette obligation de commencer petit, parce que je ne me voyais pas aller présenter à la direction un budget de X centaines de milliers d'euros pour construire un tableau de bord financier qui, dans leur tête, était une simple addition de colonnes dans Excel. Donc on a commencé doucement, en recrutant quand même un ingénieur data, débutant, mais assez performant, et je le remercie encore, pour commencer à construire des choses proprement, sur des technologies open source pour commencer, mais pour pouvoir déjà maqueter et faire comprendre la complexité pour arriver à ce qu'on voulait. Au bout de quelques mois, évidemment, beaucoup de monde s'impatientait. Et ça m'a permis aussi de faire débloquer un petit peu de budget. Et c'est là que Datasulting est rentré dans la danse pour démarrer vraiment un projet digne de ce nom, bien propre, et avec une vision à plusieurs années et pas à plusieurs semaines. Voilà. Donc cette étape-là a été pour moi difficile, mais je pense que je ne pouvais pas faire autrement. J'ai une petite question pour toi, parce que je sais qu'on revient souvent sur le sujet de la qualité des données, qui est souvent un écueil, et on se dit, voilà, la qualité des données, comment je ne peux pas avancer, la qualité de mes données n'est pas terrible. Toi, c'est quoi tes retours sur ce sujet de la qualité des données ? Bon, sur la qualité des données, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des sources multiples de logiciels différents, avec des façons de travailler, même dans un même logiciel d'une filiale à l'autre, des façons de travailler qui sont différentes. Donc il faut aligner tout ça. Ça passe par des retraitements, évidemment, qu'il a fallu mettre au point, qu'il a fallu écrire et faire valider, parce que les gens qui changent les règles en cours de route, ça arrive. Et bien évidemment, dans différents logiciels, il a fallu aligner ça. Et
ça a été un gros travail dans la construction qui maintenant est derrière nous. Et tous les services ont compris cette difficulté maintenant et en sont bien conscients. Très bien, merci Denis. Je vais rebondir avec toi, François. Il y a un sujet qu'on a peu exploré pour l'instant, qui est la gouvernance data. Toi, tu as parlé de monter un pôle data. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il y a une notion de sponsoring de la direction qui avait besoin d'être convaincue aussi. Tu peux peut-être nous partager ces difficultés, ou du moins par où tu es passé? Alors effectivement, il y a un sujet autour de la gouvernance des données qui est assez important, puisqu'en fait, quand on a commencé l'histoire, si je puis dire ainsi, on a fait face à pas mal d'émotions et d'habitudes. On avait des personnes qui étaient un peu geeks, un peu planquées dans différents services, entre guillemets. Vous savez, le fameux Shadow IT qu'on trouve de partout, qui monte. C'est d'ailleurs eux qui ont fait le fameux ordinateur que la femme de ménage débranche. Et il y en a qui pensaient, un peu comme chez Denis, que c'était facile, il suffisait de faire 3 clics. De toute façon, maintenant, on faisait ça dans le cloud et que ça allait aller très vite. Et de l'autre côté du spectre, on avait des gens dans la direction qui comprenaient pas vraiment qu'on ait besoin de faire de la data, encore mettre de l'argent, etc. On est une entreprise d'hôtellerie, c'est pas une entreprise très digitalisée par essence. C'est-à-dire qu'on est en pleine transformation, comme j'expliquais. Et forcément, il y avait un vrai problématique d'acculturation de toutes les parties prenantes. À la fois ceux qui voulaient aller vite pour leur faire comprendre que ça prenait du temps et que, comme on dit, au fond de la cave, il y a des gens qui travaillent pour créer les fondations avant de pouvoir sortir quelque chose, ce qui crée finalement une forme d'effet tunnel, puisque pour sortir quelque chose de propre, on attend un peu. On a fait un peu comme Denis avec une maquettage dont je parlais sur les indicateurs énergétiques, quelque chose qui n'est pas forcément totalement satisfaisant d'un point de vue informatique, mais ça permettait de livrer du résultat et d'obtenir l'adhésion de différentes personnes. Et du côté du spectre de ceux qui voulaient aller vite, il y avait de plus en plus de personnes qui se montraient pressantes, notamment parce qu'ils attendaient quelqu'un qui se saisisse du sujet depuis assez longtemps, qui croyait dans le sujet. On se retrouvait, comme mes camarades, avec un manque de ressources sur le sujet. C'est-à-dire que nous aussi, on a recruté un ingénieur data. Alors, on avait différentes personnes en externe, enfin, une personne très performante en externe qui nous accompagnait déjà, en plus de data sculpting. Et c'était assez compliqué, d'ailleurs, de recruter quelqu'un. C'était un vrai... On parlait d'écueil tout à l'heure. Ça a été un vrai écueil. C'est-à-dire que nous, on a pensé... On a une structure de recrutement en interne, mais plutôt tourné vers l'hôtellerie. On a pensé pouvoir faire ça tout seul. Au bout d'un an, on s'est fait accompagner de quelqu'un qui chassait de manière un peu plus pertinente. On a aussi revu nos critères de recrutement, ce qui nous a permis de pouvoir monter en compétence l'équipe. Et du coup, on a aussi fait des mouvements internes. On a récupéré des personnes en interne pour pouvoir s'équiper. Parce que finalement, entre l'effet tunnel, le besoin de convaincre, le fait de comprendre les besoins, parce que c'est quand même une histoire de personnes, en fait, la data, c'est pas que des data lakehouse qu'on monte, c'est pas que des Power BI et des MyReport, etc. C'est surtout des gens qui se parlent et qui expriment leurs besoins et qui doivent comprendre que tout n'arrive pas du jour au lendemain et qu'il y a un certain nombre d'étapes. Et effectivement, moi, comme Denis, j'ai eu un peu la même problématique de présenter un budget qui choque pas trop à l'étage du dessus, et qui soit accepté, mais qui soit pas trop petit, parce que le risque aussi d'avoir quelque chose qui choque pas à l'étage du dessus, c'est qu'après on dise tu m'as demandé ça, comment ça se fait que tu sors pas ce que je veux avec je t'ai donné, je t'ai dit ok. Donc si on devait résumer, j'ai le même problème de ressources. On revient un peu à connaître nos forces et nos faiblesses. Le côté effet tunnel, parce que c'est vrai qu'il y a, comme avant, il y a une partie importante pour créer un socle sur lequel on peut s'appuyer pour délivrer. Délivrer les rapports, c'est de loin la partie la plus facile. Et du coup, faire face à tous les gens, la culture, d'où les problématiques de gouvernance de données, parce que les gens se sentent propriétaires en fait des données qu'ils ont. Au sens, si tu fais quelque chose sur la data, sur tel périmètre, en fait, tu me dépossèdes de mon travail. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, on fait juste pas le même boulot. Alors justement, sur le sujet de la data, qui est au cœur de cette journée Cultive ta data, il y a le rôle de la DSI, très clairement. Mais merci d'avoir ouvert le capot de la voiture. Il y a le rôle de la direction générale, essentiel. Si c'est le projet de la DSI tout seul, ça ne doit pas durer longtemps. Il n'y a pas le budget, etc. Mais il n'y a pas la volonté, surtout. Mais quels sont les rôles des autres parties prenantes de l'entreprise? Comment, en fait, changer leur perception de cette création de valeur par la data? On évoquait la qualité de la data aussi, parce que la source, elle est peut-être plus chez les équipes commerciales, opérationnelles, que dans la DSI. Comment ça se passe, le fait d'embarquer toute l'équipe dans le projet de data que vous drivez?
Alors justement, dans le contexte Prodrill, la DSI est quelque part assez transparente dans le sens où c'est une DSI avant tout faite d'opérationnel pour les opérationnels. Donc en fait, le fait d'embarquer les gens au départ, on va dire les acteurs de terrain, c'était assez naturel parce que il y avait des échanges au quotidien, il y avait une volonté de tout le monde, de part et d'autre, de dire oui, on veut faire mieux, on veut faire mieux, on veut faire mieux à votre service, vous les métiers. Donc la relation avec les métiers était assez facile. Finalement, le sujet était plus par le haut. Donc pour au final faire avancer et mettre tout le monde pour aligner tout le monde, ça a été d'abord, on est passé d'abord plutôt par les petites mains entre guillemets au sein de chaque direction, et c'est qu'après finalement que la direction a vu le fruit de ce travail au long cours. Donc ça c'est, je pense qu'il peut y avoir deux approches, soit commencer par servir le haut, soit servir le bas. Nous on avait commencé par servir le bas, ce qui nous a permis plus facilement derrière de servir le haut. Un exemple très concret de comment on a servi le haut, c'est le PDG lui-même qui, à un moment donné, a pris conscience, notamment avec l'actionnaire qui lui a dit, écoute, il faudrait peut-être avancer un peu plus vite. Il a été piqué et il nous a demandé, enfin, entre guillemets, parce que nous on l'attendait depuis un moment, d'avoir à disposition depuis son téléphone sur un dashboard qui soit les KPIs de l'entreprise en temps réel et qui puisse choisir son KPI et voir l'évolution sur les 3 dernières années avec des breakdowns, enfin des subdivisions sur les différents axes analytiques. Et donc en fait, le fait de servir in fine le PDG avec cette application qu'il a dans sa poche tous les jours, ça nous a énormément flatté d'avoir pu lui délivrer ça très rapidement parce qu'effectivement le travail en amont a été fait. Dernier point, et après je laisse la parole à mes petits camarades, on a introduit un concept de Data Champions au sein de chacun des 8 services / directions. Et donc c'est des relais vraiment entre l'équipe centrale data, donc la DSI si vous voulez, on peut le dire vite comme ça, et les différents acteurs au sein de chacun des services. Et donc ces Data Champions, on les a formés à ce qu'ils soient plus autonomes pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des rapports, qui puissent modifier les rapports qu'on leur a livrés. Et après, vraiment, il y a eu une adhésion très forte de leur part parce qu'ils ont compris que chacun dans leur rôle déjà au quotidien, ils étaient confrontés à la data parce que c'était intrinsèque déjà à leur poste. Et donc le fait de leur donner un titre, de créer une équipe transversale à toute l'entreprise, d'apporter ça avec une bonne ambiance et avec un esprit vraiment, avec un peu un teaser, avec du marketing, enfin bref, on a vraiment fait du marketing interne. Et la résultante concrète, c'est qu'il y a eu des jaloux, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui auraient absolument voulu être formées à l'outil de BI. Donc du coup, voilà, ça là aussi c'est une vraie satisfaction pour nous. Et la dernière satisfaction et le dernier un point sur le rôle quand même, qui me semble important, c'est que à la différence de Denis ou de Vincent, nous on a pris toutes les données de l'entreprise, on les a toutes mises dans un entrepôt de données. Et donc aujourd'hui notre constat, et c'était là aussi rétrospectivement, c'était pas du tout notre vision initiale, mais notre constat c'est qu'aujourd'hui la suite décisionnelle, elle n'est pas perçue comme appartenant ni à la DSI, ni à la finance, ni aux opérations X, Y ou Z, ça appartient à tout le monde. Et ça, là aussi, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais au regard de comment étaient perçus les éléments de la suite décisionnelle antérieure, où chaque brique était perçue comme appartenant à un des services, là, ça appartient vraiment à tout le monde, et ça, on en est très très content, parce qu'on pense que ça va vraiment permettre d'aller beaucoup plus loin ensuite dans le fait de croiser les informations entre les services. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Donc la notion de partage et de ne pas créer de frontières et de silos dans l'entreprise est extrêmement importante si on veut se lancer justement sur cette logique de transversalité. Oui, et il faut qu'effectivement ça soit dans les systèmes et dans les têtes. Et je pense que dans les têtes, c'est ce qui est le plus difficile. Une nouvelle culture de la data, au sens propre du terme. Et du coup, ce qui a de fait introduit une vraie culture de la data. Denis, chez Innovi, cette notion de qualité de la data, de sourcing. Oui, voilà, le rôle de la DSI est vraiment d'être un fournisseur de moyens autour de la data, mais la DSI n'est pas propriétaire des données. Donc, elle est là pour les mettre à disposition de manière lisible, propre, exploitable facilement par des non-experts, pour que l'ensemble des équipes métiers de l'entreprise, l'ensemble des métiers de l'entreprise puissent facilement aller taper dedans et avoir une source unique de données. Il faut que on fournisse cette donnée proprement pour que les gens n'aient plus à se poser la question « bon, j'ai besoin de telle information, où je vais la chercher ?» Ben non, tu vas la chercher ici. Donc pour ça, il faut les convaincre. C'est pas toujours facile, mais on y arrive. Et on a quand même quelques leviers
pour des arguments ultra positifs pour y arriver, et notamment la mise en place de référentiels. Je donne un exemple, on a dans le groupe à peu près 650 sites en France. Chaque service, la compta, la RH, etc., avaient leur propre tableau Excel avec la liste des sites, les adresses à peu près, la filiale à laquelle c'est ramené. Évidemment, quand vous comparez ces fichiers, il n'y en a pas deux identiques et ils sont tous faux. Donc, allez expliquer à ces services qu'on va vous mettre en place un référentiel qui sera alimenté par les personnes compétentes sur les périmètres qui vont bien et qui sera mis à votre disposition et on vous garantit que vous aurez toujours de la donnée juste. Là, évidemment, les gens y signent tout de suite. Et c'est un moyen efficace de les faire rentrer dans l'outil, dans cet écosystème, pour pouvoir après exploiter autre chose. C'est vraiment un plus qu'on leur apporte et c'est super important. Merci Denis. François, pour compléter ce panel d'histoires vécues. Alors, on a beaucoup insisté sur le fait de cultiver les gens autour de, enfin les acculturer plus exactement, autour des différentes choses à faire. On a évidemment aussi proposé de répondre à leurs besoins. Nous, on est dans une démarche, en gros, où la DSI a mis en place un comité de transformation digitale qui donne de l'information, qui explique ce qu'on fait. Et alors, c'est pas vraiment de la data, mais à mon arrivée, ça a coïncidé au moment où on a résolu tout un tas de problèmes informatiques qui perduraient depuis une quinzaine d'années. Ce qui fait que quelque part, on a gagné plein de points de côté, si je puis dire, pour avoir en fait la confiance d'un certain nombre de directions. Et notamment de la direction générale, c'est toujours plus simple. Ce qui nous a permis en fait après d'aller voir les personnes les unes après les autres, les services les uns après les autres, pour discuter avec eux, récupérer leurs besoins, essayer un peu de servir les plus dynamiques en premier avec des choses un peu concrètes, tout en leur expliquant, surtout prenant beaucoup de temps à leur expliquer pourquoi en fait on ne peut pas les servir demain, pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui passe avant, tout ce genre de trucs. En fait, c'est un travail main dans la main, et plus nous, ce qu'on a observé, c'est plus on est proche des métiers finalement, plus ça se passe bien et plus c'est accepté. Et évidemment, ce qui aide aussi beaucoup, au-delà de travailler avec eux main dans la main, c'est de leur donner de la visibilité sur la suite. C'est pour ça qu'on a établi, d'ailleurs avec l'aide de Data Shooting, une roadmap sur quels périmètres vont être servis à quel moment, en essayant d'expliquer pourquoi on priorisait tel ou tel périmètre, de manière à ce qu'ils puissent se projeter et savoir à peu près dans combien de temps finalement ils auront des outils qu'ils imaginent modernes, parce que comme Denis, on avait forcément des gens qui imaginaient, je crois que je l'ai déjà dit, mais en 2024, on clique sur un bouton, on se connecte sur un site et tout arrive tout seul. On a aussi ce problème de qualité des données, puisque l'outil central qui gère finalement les réservations dans les hôtels, quand vous arrivez et qu'on sait que c'est vous qui avez réservé pour 3 nuits et que vous avez la chambre 205, cet outil est un petit peu vieux, on va dire pas excessivement moderne, pour le dire comme ça. J'en vois qui sourit au fond de la salle. Et on avait effectivement des données qui étaient pas forcément très exploitables, pas forcément bonnes. On avait créé avant, quand c'était très manuel, des jeux de données qui finalement répondaient pas aux besoins. On imaginait sortir un chiffre d'affaires et en fait c'était pas exactement ça. On imaginait sortir, il y a ce qu'on appelle des lots bloqués, c'est-à-dire le nombre de chambres qu'on ne peut pas utiliser dans un hôtel. En fait la définition n'était pas la même d'un service à l'autre. C'était pas forcément, la requête ne correspondait à aucune des définitions, donc je me retrouve dans ce qui vient d'être dit. Donc il y a un vrai travail aussi à effectuer pour mettre tout le monde d'accord et de transparence pour que les gens partagent finalement les mêmes définitions, les mêmes points de vue. Si tu me permets, Gaël, la métaphore agricole qui est quand même présente dans Cultive ta data, autant on parle de culture raisonnée, là c'est la data raisonnable finalement. C'est ça. La juste dose. Un grand merci à nos 3 professionnels de la data qui ont accepté et osé ouvrir un peu ce capot du moteur. On vous l'avait promis et je l'invite à nous rejoindre. Jérôme, on t'a confié le rôle d'observateur et de synthétiseur finalement de ce que tu as perçu, entendu. C'est pas la conclusion de la journée, en fait. C'est plutôt vous emmener aussi dans vos réflexions sur la suite de la journée Cultive la data. Bonjour à tous, je vais faire le synthétiseur, mais pas années 80. Alors, merci pour ces témoignages qui permettent de bien lancer la journée. On a ici 3 témoignages de projets de data qui sont réussis, qui sont en cours et porteurs de beaucoup de valeurs ajoutées déjà créées ou à venir. Mais en fait, les 3, ils partagent des constats que vous allez rencontrer un peu dans toutes vos entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont été lancés
peut-être pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas en ayant conscience de toutes les opportunités potentielles. Il n'y avait pas la maturité du côté du comité de direction. Et nous, c'est des choses que l'on voit très souvent. On n'a pas la vision de tout ce qu'il est possible de faire avec la data. Et en fait, les opportunités arrivent progressivement avec la possibilité pour les métiers d'utiliser les données. Donc, on est obligé de lancer les projets avec seulement une partie de la vision de la valeur que l'on peut créer, et on doit justifier le budget, tu l'as bien exprimé, et du coup, ça restreint un petit peu le niveau d'ambition. Et du coup, c'est difficile, c'est ça qui amène sur les projets data avec des effets un peu tunnel de refonte, parce que l'équipe en charge du projet a une vision un petit peu plus large de ce qui peut être fait. Et pourtant, on doit avancer par étapes avec un petit budget. Donc il y a ce décalage dans le niveau d'ambition, le manque de perception des opportunités qui est assez important, il faut faire avec. Néanmoins, il faut lancer des projets en ayant la vision de ce qui va arriver. Et ça, je pense que du coup, c'est le rôle de toutes les DSI et toutes les responsables data, d'anticiper un certain nombre de sujets qui vont arriver, qu'ils soient autour de la gouvernance, de la mise en place du self-service BI, les enjeux autour de qualité des données, de création de référentiels, de définition des responsabilités. Voilà, on attend que quelqu'un se saisisse du sujet qualité des données, du sujet référentiel, du sujet... voilà. Et ces sujets data, en fait, sont pas forcément bien maîtrisés, donc on peut pas les définir tôt. Et du coup, voilà, c'est tout plein de sujets dont on va te parler aujourd'hui. On a des opportunités IA aussi qui vont arriver. Là, il y a beaucoup d'attentes sur le sujet et j'espère qu'on pourra les rendre un petit peu plus concrètes. Voilà, et beaucoup de réussite sur les projets data. On peut aller plus loin, mais on a besoin d'anticiper pas mal de choses autour de la gouvernance, autour des cas d'usage, notamment de l'IA, autour de la gouvernance, qualité des données. Enfin bref, je vais laisser Gaël vous donner la vision du programme d'aujourd'hui qui devrait... Si je peux ajouter juste un mot. Pour moi, ce qu'il y a d'hyper important, c'est le marketing interne. Parce que c'est ça qui embarque aussi et qui est brander les choses, donner des noms de projets sexy, de faire des rapports sexy. C'est ultra important, je pense, pour l'adhésion et pour la diffusion. Et on a un atelier qui s'appelle Kung Fu Data sur le sujet. Ils ont osé mettre un mot comme ça dans un programme sur la data. Il fallait l'oser. Merci beaucoup de l'avoir fait. Jérôme, Paul, Denis, François, merci à vous. Merci Je vous invite à beaucoup. les applaudir à nouveau.